Voilà, Angela Merkel, la stratège, un documentaire signé Céline Crespi. Et on prolonge ce film avec le débat. Nos invités ce soir, un beau plateau, je précise. Jean-Pierre Chevènement, bonsoir. Vous êtes ancien ministre et président de la Fondation Respublica. Merci d'être venu. Face à vous, Jean Leonetti, bonsoir. Vous êtes ancien ministre des Affaires européennes et député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Merci d'être venu. Michaela Wiegel, bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes correspondante à Paris pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung, un quotidien allemand. Enfin, Anne-Marie Le Gloanec, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, directrice de recherche à Sciences Po, spécialiste de la politique étrangère allemande et européenne et auteur de plusieurs ouvrages sur nos voisins, et notamment Berlin et le monde, les timides audaces d'une nation réunifiée. C'était aux éditions Autrement. Première question, alors toute simple, après avoir vu ce documentaire, comment pourrait-on qualifier, selon vous, la chancelière allemande? Une main de fer dans un gant de velours? Jean-Pierre Chevènement. Ce qui frappe, c'est la qualité de Angela Merkel, comme d'ailleurs celle de tous les dirigeants allemands, depuis Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel, qui termine son 3e mandat. Il y a une cohérence dans la politique allemande et, s'agissant d'Angela Merkel, une vision stratégique et un sens tactique assez remarquable. En tout cas, elle a assis l'Allemagne au sommet de l'Europe, comme elle l'avait dit en 2005. C'est d'ailleurs très largement le fait de la politique antérieure, celle de Schröder, qu'elle a continué, mais on ne peut que constater son habileté. Ce n'est pas un reproche que je lui fais dans la manière dont elle gère les problèmes, jusqu'à la crise des réfugiés, qui, je crois, est le premier moment où elle paraît avoir un peu perdu la main. On en parlera, Jean Leonetti, donc un sens stratégique, un sens tactique remarquable, une vision stratégique, Angela Merkel? Oui, une vision d'abord allemande, mais en même temps européenne. C'est quoi une vision allemande? Une vision allemande, sans être essentialiste. Sans rentrer dans le détail ou faire de la fausse psychanalyse, l'Allemagne est à la fois une force et une faiblesse. Elle a une faiblesse de son passé, avec une forme de culpabilité, et elle a en même temps une force économique et une assurance que c'est un grand peuple et un grand pays. Donc il y a un divorce à l'intérieur. C'est pour ça d'ailleurs que le couple franco-allemand est indispensable, parce que la vision européenne est encore entravée au niveau allemand par sa vision du passé bien sûr nazi, mais aussi passé de l'Est, de l'Allemagne de l'Est. Et Angela Merkel, elle est de l'Ouest, elle passe à l'Est, on l'a vu dans le film. Donc elle est à la fois porteuse, à mon sens, de cette alliance entre la tactique et l'éthique. C'est-à-dire qu'elle a une force morale discrète, qui vient de sa formation et qui vient de l'idée allemande de l'Europe, et puis en même temps cette capacité à avoir une vision morale. Et je pense que l'attitude vis-à-vis des réfugiés et l'attitude vis-à-vis de la Grèce, on l'a bien vu dans le film, Michaela Wiegel, une idée morale. Elle est en poste depuis 11 ans, depuis 2005. Elle a une recette pour conserver le pouvoir, Angela Merkel? Alors je pense justement, et j'aimerais bien dire un mot, je trouve ce documentaire exceptionnel en termes de qualité. On peut même dire, parfois on voit mieux, on saisit mieux la personnalité de loin. Je crois que c'est le cas parce qu'on sort complètement des clichés, et ça devrait devenir un film qui doit être vu par des gens comme Jean-Luc Mélenchon, qui ont écrit des livre ravageur, le dernier, Le Harangue de Bismarck, sur l'Allemagne, où il a caricaturé Angela Merkel. Et donc, je pense, c'est dit d'ailleurs à plusieurs reprises, Angela Merkel ressemble aux Allemands. Et donc, comme elle ressemble à l'image que se font les Allemands d'une chancelière aussi, c'est ça recette. Elle ressemble aux Allemands, c'est-à-dire, elle est quoi? Elle n'est pas bling-bling, elle est calme, le calme? Tout à fait. Elle incarne beaucoup de qualités et de traits de caractère que, même si c'est toujours un peu dangereux de généraliser un caractère national, mais elle incarne ces traits à merveille, en fait. Ordnung und Ruhe. Exactement. Qu'est-ce que vous avez dit? Ordnung und Ruhe, ça veut dire... Le calme. Ordnung, c'est... L'ordre. L'ordre.
Ich habe alles mein Deutsch vergessen. J'ai oublié tout mon allemand. Anne-Marie Le Gloanec, c'est l'anti-bling-bling, c'est ce qu'aiment les Allemands en elle? Oui, je crois. Je crois que c'est quelque chose de très important. Madame de Staël avait écrit dans de l'Allemagne que il y a ce côté allemand qui aime le naturel. Et non pas le bling-bling. Elle est effectivement très naturelle. Moi, je voulais souligner deux choses. La première, c'est elle est très convaincante. Elle sait convaincre. Elle sait embrasser et convaincre. Je vais en même temps dire le contraire, parce que c'est une personnalité quand même qui est très, très contrastée. Elle sait convaincre, elle sait embrasser les hommes politiques, les hommes d'affaires. Pensez aux sanctions, c'est quand même extraordinaire. Elle a convaincu les hommes d'affaires allemands de suivre les sanctions contre la Russie. C'est fantastique. Elle sait aussi convaincre et embrasser au sein du Conseil européen. Elle arrive à convaincre les uns et les autres sur une base d'ailleurs bilatérale. Elle a beaucoup de talent pour ça. Et en même temps, elle a un autre côté qui est absolument l'inverse, qui est de tuer. Elle a quand même tué le père. Helmut Kohl, pour arriver au pouvoir. Elle a tué quand même beaucoup de ses potentiels rivaux. Donc il y a ces deux aspects. Il y a un autre point que je voudrais souligner également. On souligne son aspect stratège, etc., mais elle s'adapte formidablement aux circonstances. Rappelez-vous la première campagne électorale, elle se présentait comme une libérale décoiffée, enfin je veux dire décoiffante, libéralisme extraordinaire. Et en fait, c'est un programme qu'elle n'a absolument pas suivi. Elle a fait un retournement complet. Voyez également s'adapter aux circonstances. La politique des réfugiés, on y reviendra tout à l'heure, mais elle s'est adaptée aux circonstances. Donc, en fait, c'est quelqu'un de très, très en nuance. On ne peut pas la cataloguer dans une case particulière. Alors, retournons en France. Il y a ceux qui aiment Angela Merkel, il y a ceux qui n'aiment pas Angela Merkel. En première ligne, Marine Le Pen. Marine Le Pen, insultante devant les concernés, elle traite François Hollande de vice-chancelier d'Angela Merkel. C'était au Parlement européen à Strasbourg en octobre dernier. On écoute et on réagit juste après. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence. Un président de la République ne pourrait pas dire « le souverainisme, c'est le déclinisme », comme vous venez de le faire, parce que le président de la République est garant de la Constitution française et que le titre 1 de la Constitution française est de la souveraineté. Ah, certains résumeront en disant que je suis l'anti-Merkel. J'en accepte l'augure. Je ne vous reconnais pas, en effet, Madame, le droit de disposer de nous dans une tentative absurde d'une domination allemande de l'Europe. La défense des intérêts allemands ne justifie pas la vassalisation des autres peuples d'Europe. Voilà, vice-chancelier, administrateur de la province France pour François Hollande. Marine Le Pen fait référence aux Gauleiter, vous savez, ces préfets du Troisième Reich, de l'Allemagne nazie. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Pierre Chevènement? Bon, il faut faire la part de la provocation. Nous sommes devant une assemblée de Strasbourg. La réalité, c'est que, il faut bien le dire, la France et l'Allemagne aujourd'hui ne jouent plus dans la même cour. Il y avait un certain équilibre entre la France et l'Allemagne au début de la construction européenne. Cet équilibre est rompu. Je vais simplement citer quelques chiffres. L'industrie allemande pèse 3 fois l'industrie française. Les exportations allemandes, c'est 1120 milliards d'euros par an. La France, 455. L'Allemagne est au niveau des États-Unis, qui exportent à peu près la même chose. L'excédent allemand est de 247 milliards d'euros. Le déficit français de 60. Disons que le modèle allemand, qui est un modèle mercantiliste, hyper compétitif, l'Allemagne exporte quand même près de la moitié
sa production et dégage un solde commercial qui est égal à 8,5% ça provoque un déséquilibre en Europe, ça fait craindre ça, évidemment, les fantasmes de domination allemande, non, du leadership allemand. C'est une question de fantasme. Je pense que ce modèle n'est pas transposable parce que d'énormes excédents supposent qu'il y a quelque part des déficits. Hein, tout le monde ne peut pas être excédentaire. Donc il y a un déséquilibre qui s'est creusé. Il n'y a pas de politique de relance en Allemagne, c'est ce qui manque. Disons que l'Allemagne a aussi quand même 8 millions de pauvres en dessous du seuil de pauvreté, 7 millions de mini-jobs, il y a des inégalités territoriales, il y a des infrastructures qui ont vieilli. On pourrait penser que l'Allemagne aurait un autre choix politique que ce modèle d'hyper-compétitivité, qu'elle pourrait avoir un développement plus centré sur ses besoins et sur les besoins du marché intérieur européen. Mais ce n'est pas la politique allemande. La politique allemande, c'est une politique d'hyper-compétitivité à l'échelle mondiale. Et je dirais les pays hors Europe, même pas hors Union européenne, c'est 43% de son commerce extérieur. Pour la France, c'est 2 fois moins. Je dirais qu'il y a aussi souvenir aussi du militarisme prussien des Première et Seconde Guerres mondiales. C'est fini. Sauf que là, ce serait plus du militarisme, mais d'une domination économique. Ce serait pas prussien, hein, puisque la Prusse a disparu en 1945. L'Allemagne est un pays profondément pacifiste. Donc je mais une domination économique. Voilà. Oui, mais c'était pas tout à fait la même chose quand même. Nous supportons beaucoup mieux la domination économique. Notre déficit commercial sur l'Allemagne que, évidemment, l'occupation. Jean Leonetti, c'est là la question du leadership en Allemagne qui est posée. Bon, d'abord, Marine Le Pen, pour une fois qu'elle allait à Strasbourg, aurait pu essayer de parler de l'Europe et pas de faire de l'insulte facile et de la polémique. Mais elle montre quand même, elle appuie sur le déséquilibre que Jean-Pierre Chevènement vient de souligner. Ce déséquilibre, il est économique, mais il est politique aussi. Nous avons une vision en France que l'Europe, c'est secondaire. On s'occupe de la France, éventuellement on s'occupe de l'Europe. On n'a pas compris que le monde est ce qu'il est aujourd'hui, une absence de vision du monde actuel. On n'a pas compris non plus que d'aller à l'Europe, ça pouvait influencer l'organisation de la vision européenne de la France et l'Allemagne. Alors la France et l'Allemagne, en dehors des éléments de déséquilibre que vient de souligner Jean-Pierre Chevènement, il y a un élément majeur, c'est que ces deux pays font la moitié du PIB, ils font la moitié de la population européenne. Le deuxième point, c'est que François Mitterrand disait « avec les Allemands, on s'entend sur rien, on est obligé de s'entendre sur tout ». Et je pense qu'il y a beaucoup de points de désaccord entre la France et l'Allemagne. Mais il y a cette responsabilité qui consiste à dire « on va trouver une solution ». Et l'Allemagne est beaucoup plus prête au compromis parce que ses institutions, parce que sa forme de gouvernement fait qu'ils sont forcés au compromis, mais en même temps, ils ont la force du compromis. La France, le président de la République, quand il discute avec la chancelière, lui, il dit « on va faire ça, je vais m'appuyer sur ma majorité ». Elle dit « on va faire ça, je vais discuter avec ma coalition ». C'est pas du tout pareil, mais en même temps, ça l'oblige à ce que vous disiez tout à l'heure, cette capacité à aller chercher l'autre et à le convaincre, et ça lui donne ensuite une force politique. Et moi, je pense que, bien sûr, il y a le déséquilibre économique, mais il y a surtout un déséquilibre politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de vision de l'Europe, et la France emporte une lourde responsabilité. Michaëla Wiegel, il y a une domination économique de l'Allemagne, comme le laisse entendre Jean-Pierre Chevènement, ou c'est un fantasme ? Alors moi, je suis pas totalement d'accord sur ce qui a été dit là sur le déséquilibre entre la France et l'Allemagne. Et je pense justement que l'effet néfaste de cette petite musique en style Marine Le Pen, comme quoi le président français, peu importe qui c'est, serait subordonné à la chancelière allemande. Ça a pris dans les esprits, malheureusement, même si là, la provocation est évidente. Alors, il y a des chiffres qui sont indéniables. Jean-Pierre Chevènement vient de les nommer. Il y a très clairement une puissance économique qui s'est restaurée. Je vous dis encore une fois, attention, c'est assez récent, hein, parce que je me souviens très bien, en l'an 2000, on venait en France et on disait, mais comment vous faites? Parce que l'industrie... Et quand on regarde sur un long terme les chiffres de la croissance, par exemple, la France, elle n'est pas en si mauvaise posture. Ce qu'il faut dire, c'est que l'Allemagne, elle a récupéré effectivement avec la réunification un positionnement tout à fait différent. L'Allemagne est à nouveau trop grand
pour le reste de l'Europe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en France, maintenant, on rêve de revenir vers une petite Europe qui se réfère à la période où l'Allemagne non réunifiée avec la France était à peu près sur un pied d'équilibre. Mais il faut avoir à l'esprit que l'Allemagne est politiquement faible. Et je veux pour preuve aussi bien la gestion de la crise des réfugiés, mais tout le débat sur l'engagement militaire. L'Allemagne n'a pas du tout, mais pas du tout, la même... comment dire, la même vision sûre d'elle quand il s'agit d'intervenir à l'extérieur. C'est tout à fait justifié. Souvenir de la Seconde Guerre mondiale. On fait toujours référence, vous venez d'en faire référence au militarisme prussien. Mais donc, elle est devenue vraiment pacifiste, mais ça veut dire aussi c'est un frein pour toute velléité de vouloir avoir porté une responsabilité et d'exercer un véritable leadership. Donc, je pense... Vu de France aujourd'hui, la France affaiblie économiquement, croit que l'Allemagne est très forte et très dominante. La France voit pas bien toutes les faiblesses inhérentes à la politique allemande. Et je crois que c'est très important de se rendre compte qu'on a besoin de la France. À l'autre extrémité de l'échiquier politique français, vous en parliez, l'eurodéputé Jean-Luc Mélenchon. Alors lui félicite ironiquement d'Angela Merkel. Elle aurait réussi à imposer sa politique à la France. On écoute et on réagit juste après. C'est quelqu'un qui a une poigne absolument terrible, parce qu'elle aura réussi à travers 2 mandats, finalement, à dominer les responsables français et leur imposer une philosophie politique qui au départ n'a rien à voir avec la République française, c'est l'ordolibéralisme, elle est très forte. Elle a imposé une philosophie politique, Angela Merkel ? Je vais prendre un peu le contre-pied de ce qui a été dit précédemment. Bon, puissance économique allemande, oui, mais affaiblissement français. Je veux dire, quand on regarde la situation actuelle, mais quand on regarde aussi l'évolution structurelle de la France depuis un bon nombre de décennies, on voit une augmentation constante de la dette, on voit une perte des parts de marché dans le monde, on voit un positionnement sur un certain nombre de produits qui sont de moyenne qualité et non pas nécessairement de qualité extrême, parce nos cerveaux et nos start-up ne restent pas nécessairement en France parce qu'elles sont, ils ne rencontrent pas les conditions favorables. Il y a quand même un affaiblissement en France qui est dû à nous et qui n'est pas dû à la puissance économique allemande. Regardons d'abord dans notre jardin. Le leadership politique. Pendant longtemps, effectivement, la France et l'Allemagne ont exercé une espèce de rôle de moteur. Le problème de l'Europe, c'est qu'à la fois, l'Europe a été créée pour ne pas avoir de leader, et malgré tout, il en faut un pour donner, ou il faut une forme de leadership pour donner une impulsion ou une direction. Et il a été pendant très longtemps franco-allemand. Mais là encore, ce leadership politique, on le disait déjà dans les années 60, l'Allemagne était la puissance économique, c'est pas récent, et la France, c'était le politique. Il y avait une espèce de compensation. Je me souviens de Stanley Hoffmann qui disait dans les années 60, la France, c'est extraordinaire, elle voyage en première avec Camillet de seconde. Ce qui était une formule assez intelligente. Mais il y avait quand même cette légitimité que un certain type de politique donnait au tandem franco-allemand, donnait à l'Allemagne pour le tandem franco-allemand. Et là, on a l'impression qu'au contraire, on ne se complète pas, mais qu'on passe l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire que la France continue à avoir une politique, notamment sur le plan militaire, absolument remarquable, d'ailleurs avec souvent le Royaume-Uni, mais au Mali, nous sommes engagés, on a été en Libye, on est en Syrie, l'Allemagne de façon beaucoup plus modeste, mais sans véritable complémentarité. Et là, c'est un problème. Et en fait, pour terminer, très rapidement. Les institutions européennes sont de plus en plus biaisées au profit du Conseil européen, et donc au Conseil européen, au profit des grandes puissances. Et quelle est la grande puissance principale, tout en étant relativement faible? C'est l'Allemagne. Donc là, c'est intergouvernemental, c'est pas supranational non plus. Exact, c'est pas supranational. Donc là, il y a un vrai problème de gouvernance européenne. Réagir. Oui, alors il est vrai que la France a commis beaucoup d'erreurs de politique économique et monétaire, je ne vais pas y revenir. Mais ce que dit Mme Wiegel est également très juste, c'est que l'Allemagne n'est pas aussi forte que cela. Parce que stratégiquement,
l'Allemagne a renoncé à une défense autonome, en fait, et elle a renoncé à un rôle de politique extérieure moteur, de sorte que elle est très largement dans les mains de la politique américaine. Nous le voyons aujourd'hui sur l'Ukraine. Je pense que les Allemands n'ont pas imposé les sanctions à la Russie de gaieté de cœur parce qu'ils y ont perdu autant que nous. Mais je crois que le président Obama a fait comprendre que la grande politique, c'était les États-Unis. Et que l'Allemagne pouvait être dominante économiquement et financièrement. Mais pas en politique étrangère. Mais pas en politique étrangère. Et on va le voir sur le TAFTA, le traité transatlantique, l'harmonisation des normes. Les Allemands, eux, ne sont pas tellement pour la population. Mais Mme Merkel, elle est pour. Et Obama aussi. Et je pense que tout cela va favoriser un arrimage encore plus grand de l'Europe aux États-Unis, y compris sur le plan économique. Je rappelle que les États-Unis, aujourd'hui, sont le premier client de l'Allemagne avant la France, pour la première fois, et que, par ailleurs, les filiales allemandes aux États-Unis ont un chiffre d'affaires qui est 5 fois le montant des exportations allemandes sur l'Amérique. C'est colossal. Donc, nous parlons d'Europe, nous faisons comme si c'était un tête-à-tête franco-allemand, mais regardons les États-Unis, c'est quand même eux. Revenons vers Angela Merkel. Même le bal. Revenons à Angela Merkel. Un autre côté souligné dans le documentaire, Angela Merkel, c'est aussi la fille de l'Est, Die Mädchen, comme disait Helmut Kohl. À 4 ans, elle quitte Hambourg avec son père pasteur, sa mère pour Templin, près de Berlin, dans l'ex-RDA. Elle grandit donc sous la dictature d'Erich Honecker, sous Markus Wolf, le patron de la Stasi, l'œil de Berlin. Est-ce que c'est pas là aussi le secret de sa popularité, une chancelière d'Allemagne réunifiée, qui ne vient pas de l'Ouest comme les autres, mais qui réunit tout le monde finalement? Michaela Wiegel. Oui, alors ce qui est fascinant, quand on regarde aujourd'hui les plus hautes personnalités de l'État allemand sont tous les deux de l'Allemagne de l'Est. Ce qui, pour moi, le président Joachim Gauck était lui-même pasteur protestant dans une vie antérieure, et Angela Merkel, la fille de l'Est, qui a été effectivement fortement imprégnée par cette culture où il fallait garder beaucoup de choses pour soi et que publiquement, il fallait toujours savoir ce qu'on disait parce que ça pouvait nuire. Elle est dit d'ailleurs dans le commentaire. Oui. Donc, je pense ce qui est intéressant, c'est l'extraordinaire renouvellement de notre classe politique. C'était que 89, la chute du mur. Et on a maintenant, au plus haut niveau, depuis longtemps, des personnalités de l'Est. Je trouve c'est un bel exemple que ça bouge en Allemagne. Et ça, effectivement, c'est une des qualités de la démocratie allemande. Et avant, l'Europe était catholique. Je rappelle Adenauer, Schuman, Gasperi. C'était des cathos. Ça joue beaucoup dans la relation avec Marie Le Goulet. Je voudrais juste élargir un peu en disant que ce que on ne voit pas assez en France, c'est la diversité de l'establishment allemand, ce qui fait peut-être sa force précisément. Quand vous pensez à Schäuble en fauteuil roulant, quand vous pensez à l'ancien ministre des Affaires étrangères, homosexuel, etc., un autre ancien ministre vietnamien, vous avez une diversité allemande qui est trop souvent occultée en France et qui fait probablement la force de la classe politique allemande qui n'est pas, qui est renouvelée. Et puis, à la crise des réfugiés, donc, elle était contre l'accueil des réfugiés, puis, on l'a vu dans le documentaire, un débat, elle rencontre une fillette palestinienne qui pleure, elle devient pour l'accueil des réfugiés. C'est quoi? C'est la conscience morale de l'Europe? C'est Antigone, Jean Leonetti? Non, l'image qu'il y a dans le film est une image vraie et fausse. C'est-à-dire, elle est vraie, que Angela Merkel a une émotion face à cette jeune fille palestinienne, mais ça n'est pas ça. Elle avait décidé avant. Elle a fait changer d'avis. Je pense que c'est la faute d'Angela Merkel. La faute d'Angela Merkel, c'est d'avoir brutalement changé d'attitude et de l'avoir presque imposé à l'ensemble de l'Europe, avec un suivisme très inégal, et d'avoir, au fond, morcelé l'Europe encore plus que ce qu'elle est, et puis surtout d'avoir à la fois pris cette position sans avoir trouvé cet équilibre nécessaire entre la solidarité et la discipline, et qui était sa marque de fabrique, et puis enfin, d'avoir confié nos frontières européennes à la Turquie, ce qui est une faute à la fois morale, stratégique, géopolitique, enfin, c'est une faute grave pour l'avenir. Donc je pense que là, Merkel tombe dans le piège
elle avait la discipline et la solidarité. Elle l'imposait quelquefois à la Grèce, avec la France qui venait. Anne-Marie, très rapidement. Un positionnement, mais là, il y a une faute. Je ne suis absolument pas d'accord. Regardez la chronologie. En septembre, elle dit effectivement, nous pouvons le faire. Elle ouvre les frontières. Les réfugiés ont commencé à venir en 2014 et en 2015, bien avant que Merkel dise quoi que ce soit, l'Office fédéral des réfugiés et des migrants, débordé, sans argent, sans personnel, déclare qu'un certain nombre de... Témoigner que l'Allemagne n'a jamais voulu réformer Schengen ni avoir des frontières sûres à l'extérieur de l'Europe. Laissez-moi terminer. Il n'y avait pas assez de personnel et a dit, on va regarder les dossiers beaucoup plus rapidement. Il y a eu un tweet en août au plus fort de la crise qui ne venait pas du tout de la chancellerie et qui a créé un appel d'air. Donc Merkel n'a fait que dresser un constat. Les réfugiés, c'est pas elle qui les a inventés. Cela dit, il y a eu un appel d'air, effectivement, avec ce « nous pouvons le faire » et qui a augmenté... Michaela Wiegel, très rapidement. Très rapidement. Oui, alors je pense que M. Leonetti a bien exprimé le désarroi que partage une partie de l'opinion publique allemande. Alors, moi, je pense la clé de lecture, c'est vraiment, on vient de parler du protestantisme et le catholicisme qui avant était le caractère commun de beaucoup de dirigeants allemands. Là, le protestant, vous le savez, on peut pas se faire pardonner les péchés. Et donc Angela Merkel, elle a pris une décision sur ce qu'elle pensait. Ah, il y a un côté religieux. Ah ben, pour moi, très clairement. Moral, sûrement. Le côté scientifique, le vieillissement de l'Allemagne. Comme la décision sur le nucléaire. Il y avait d'un côté, elle était portée par un élan populaire, ça a existé en Allemagne. Pour le nucléaire, pareil, il fallait pas entamer la création. C'est une pensée très forte dans l'Église protestante. Et donc, je pense mais le documentaire livre cette clé de lecture. Donc, je pense, pour comprendre ces va-et-vient, côté protestant. Jean-Pierre Chevènement, pour vous, c'était une erreur d'Angela Merkel, d'ouvrir les vannes. Je voudrais donner un point de vue rationaliste et sortir de cet univers du péché. Pour conclure. Bien que nous ne soyons pas exempts. Mais il me semble qu'il y a le problème des réfugiés syriens et irakiens qui est lié au conflit du Proche et du Moyen-Orient. L'Allemagne n'y est pour rien. Les États-Unis y sont pour beaucoup. Enfin, les résultats, c'est l'Europe qui les voit. L'attitude de Mme Merkel a été très changeante à plusieurs reprises. Et elle a imposé un accord avec la Turquie, seule. Donc, ce que je dirais, c'est que, malgré tout, ce qui fait problème, c'est, dans le processus de décision, l'habitude qui se prend que l'Allemagne, en matière énergétique, vous avez dit encore sur la Grèce, les réfugiés, la Turquie, donne le sentiment de prendre seule ses décisions. Ça, ce n'est pas bon. Et il faut pour cela revenir à l'idée d'un partenariat franco-allemand. Le mot couple n'existe pas de l'autre côté du Rhin, mais un partenariat qui cherche des compromis et si possible quand même à la lumière de la raison. Et il est évident qu'il y a eu une déclaration qui a fait un effet appel d'air, mais enfin l'origine n'est pas là. Et je veux ajouter une dernière chose, le problème des flux migratoires qui viennent désormais par la Libye et l'Italie est aussi lié à des déséquilibres démographiques, économiques, à l'instantanéité de la communication dans le monde. Et cela, nous devons nous y préparer en sachant que la bonne réponse, c'est le développement des pays sources de l'immigration. 2017, une élection présidentielle en France, mais il y a aussi des élections fédérales en Allemagne, on l'oublie. Est-ce qu'elle va repartir pour un 4e mandat, Angela Merkel? On ne voit pas la relève. Très rapidement, tour de table. Rapidement, écoutez, vous venez de le dire, on voit mal qui pourra, sauf à ce qu'elle soit très pénalisée dans la durée par l'attitude qu'elle a eue vis-à-vis des réfugiés. Elle est en Allemagne extrêmement respectée, il n'y a pas d'alternative visible. Après, la politique aujourd'hui se fait rapidement et il peut très bien, dans quelques mois, apparaître un leader qui va la déstabiliser. Très rapidement, il nous reste 1 minute. Elle est plus affaiblie en Europe qu'en Allemagne. En Allemagne, elle l'est moins, mais effectivement, rien n'est à exclure. Il y a l'extrême droite aussi, l'AfD. Il y a l'AfD qui est là pour rester et qui va être une force malgré toutes les faiblesses internes, qui va être une force sur laquelle il faut compter. Mais effectivement, je crois ce qui joue surtout en faveur d'Angela Merkel, c'est la faiblesse structurelle des sociodémocrates qui n'ont pas de candidat alternatif. Et donc ça joue quand même en sa faveur. Le mot de la fin, Jean-Pierre Chevènement. Oui, vous l'aimez bien, Angela Merkel?
Je l'apprécie, je la respecte, je l'admire. Oui. Mais en même temps, je dirais, je veux que... Vous défendez les intérêts. Je défends les intérêts votre de la pays. France, mais aussi ceux d'une Europe européenne. Disons que je crois que Angela Merkel peut garder le pouvoir. Évidemment, ce sera plus difficile, mais elle a 2 alliés potentiels, le SPD et les Verts, a été assez habile. Coalition feu rouge. Les Verts. Oui. Et Verts, c'est le sens de la décision feu rouge, les rouges, énergétique. Die Linke, La décision les Verts, énergétique, elle a une raison de politique le jaune, intérieure. le SPD. Elle élargit son jeu. Donc je pense que l'Allemagne restera plutôt à droite, mais il reviendrait au SPD d'élaborer une stratégie alternative pour l'avenir avec les Verts, avec Die Linke. Ça, c'est peut-être possible en 2021, mais je ne le vois pas très rapidement. Merci. Service à Merkel, c'est que la France est une vision européenne et un vrai partenariat. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir permis d'en savoir plus sur le parcours d'une enfant timide d'Allemagne de l'Est devenue un animal politique aussi redoutable qu'Obama et Poutine. Mais comme on dit en Allemagne, man darf nicht nach dem äußeren Schein urteilen. On ne doit pas juger selon les apparences. C'est bien connu. Die sprechen ein ausgezeichnetes deutsche Sprache. Ja, merci, dankeschön. Ce sera le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin en français. Rendez-vous pour un nouveau numéro de Droite Suite avec son documentaire et son débat. À bientôt.